Bonjour à tous et à tous. Et en ce début janvier, évidemment, je vous souhaite une bonne année. Santé, protégeons-nous. Et bien sûr, une bonne santé aussi pour l'Université du temps libre, que nous puissions nous retrouver le plus vite possible dans les conditions habituelles. Donc, je vais continuer mon cours. Alors, auparavant, quelques toutes petites manœuvres qui sont devenues maintenant relativement familières. Alors, non, voilà. Il faut que également j'agrandisse un petit peu l'écran pour que vous puissiez, qu'on puisse enfin, pas se voir, mais au moins que vous puissiez me voir. Donc aujourd'hui, toujours dans ce grand cycle, enfin ce long cycle géopolitique sur la Russie, et je vais donc attaquer une nouvelle partie sur les nationalismes. Auparavant, je vous rappelle que le prochain cours donc, sera mis en ligne le 26 janvier, voilà, comme prévu. Et donc, je suis dans le chapitre 6, un très vaste chapitre consacré à l'Union soviétique à l'époque de Brejnev, c'est-à-dire de 1964 à 1982. Alors, j'ai rappelé déjà depuis un certain temps que l'Union soviétique sous Brejnev, c'était une démocratie, soi-disant, mais une démocratie donc de façade. En réalité, c'est un régime autoritaire, totalitaire. J'ai rappelé aussi, il y a pas mal de semaines, comment, selon moi, le système Brejnev fonctionnait, notamment en s'appuyant sur la nomenclatura. Et j'ai amorcé dans ce chapitre Brejnev une partie que j'ai annoncée très longue, parce que je la trouve importante, parce que je suis plus au courant, plus compétent ou moins incompétent, comme vous voudrez, sur cette partie, puisque je l'ai travaillé, j'ai fait des livres sur cette société civile sous Brejnev. Donc je vais y rester davantage de temps. Alors, dans la description de cette société civile, à l'époque Brejnev, j'ai d'abord souligné qu'il y avait un comportement qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que au sein de la société soviétique, il y avait des personnes qui n'adhéraient pas au principe du régime. Bon, elles ne faisaient pas de bruit, elles ne le disaient pas ouvertement, mais par exemple, elles ne militaient pas au sein du parti, elles ne faisaient aucun zèle dans leur travail pour, disons, permettre à l'économie socialiste de croître. Il y avait d'autres comportements qui étaient quand même plus radicaux encore par rapport au régime communiste. Ce sont des personnes qui, j'ai trouvé ce mot, qui contournaient le système officiel. Et j'ai pris 3 exemples. Le premier exemple, j'ai décrit rapidement, ça aurait mérité davantage de développement, ce qu'on appelle l'économie souterraine, l'économie parallèle, en montrant que à l'époque Brejnev, il y avait finalement 3 économies. Une économie qui servait la chose militaire, dont les crédits, les usines, tout était au service du militaire. Évidemment, cette économie officielle bénéficiait de l'essentiel des crédits du gouvernement. Ensuite, il y avait une économie, disons, normale, une économie officielle, celle qui était censée nourrir les citoyens soviétiques, les nourrir, leur fournir évidemment les biens de consommation courante. Cette économie officielle et normale était
depuis le début de l'arrivée des bolcheviks, dans un état assez lamentable. Disons qu'elle fonctionnait mal et que ces dysfonctionnements n'avaient cessé de s'arrêter. Donc, premier exemple, il fallait bien trouver, pour survivre, une autre économie. Et peu à peu, les citoyens soviétiques en avaient fabriqué une autre, une économie parallèle aux économies officielles. C'était une économie du système D. On se débrouillait pour voler des matières premières dans les usines, pour les transformer chez soi, pour les revendre après, on dirait, au marché noir. Tout pouvait s'acheter, se vendre à l'époque Brejnev, dans tous les milieux, y compris dans les milieux les plus officiels, puisque le gendre de Brejnev, je vous l'avais rappelé, a été accusé, à juste raison, donc, de participer à cette fraude massive de l'économie. Donc, premier exemple de contournement, l'économie. Deuxième exemple, la pratique religieuse. Officiellement, donc, l'État soviétique est un État athée qui donc dépense beaucoup d'argent pour une propagande chargée de diffuser l'athéisme et de combattre les religions, quelles qu'elles soient. Et en réalité, quand on veut bien regarder de près, on s'aperçoit que, encore à l'époque Brejnev, eh bien, la pratique religieuse, qu'elle soit musulmane, chrétienne, catholique, juive, elle est très répandue dans, au moins, disons, dans les classes les plus âgées, les classes moyennes. Là où la pratique religieuse a pratiquement disparu, ou en tout cas n'a pas prise, ce sont les classes jeunes. Et enfin, j'avais entamé un troisième exemple montrant que le système officiel, quoi qu'il en dise, était contourné, ce sont les nationalismes. Officiellement, donc depuis les origines, les bolcheviks avaient voulu créer un État fédéral uni autour de l'idéologie communiste, en faisant peu à peu disparaître donc les connotations nationales. On n'était plus en principe balte, arménien, géorgien, azéri. On était devenu un soviétique, un communiste. Et Brejnev ne cessait de se gargariser de cela en disant que vraiment on était arrivé là à un point très important où les nationalismes avaient disparu. C'était faux, totalement faux. On peut dire même que sous Brejnev, les nationalismes reprennent. Et pour le montrer, j'ai choisi plusieurs exemples. J'ai commencé lors du dernier cours, de la dernière vidéo, par les Géorgiens, en montrant qu'ils avaient réussi, malgré Staline, qui était l'un des leurs, mais qui était très dur à l'égard de son pays natal. Les Géorgiens avaient réussi à maintenir une autonomie, une économie parallèle, un marché noir, une religion, et Brejnev, certes, combattait ce maintien, si vous voulez, mais du nationalisme, mais sans grands effets. Aujourd'hui, je veux parler de voisins, des Géorgiens, des Arméniens. Alors, j'adopterai le même principe avant de commencer à parler de ce qui se passe à l'époque Brejnev. Je reviens un petit peu à l'histoire des Arméniens. C'est la signification de H, histoire, que je mets au début donc de ce diaporama. Alors, il faut savoir que il y a des siècles, ça se passait au 1er siècle avant Jésus-Christ, il y a eu une grande Arménie
un royaume d'Arménie, un véritable empire régional qui faisait concurrence et était adversaire avec l'immense empire parthe, perse par la suite. Donc ce royaume d'Arménie, les Arméniens ne l'oublieront jamais. Ils n'oublieront jamais, ils n'ont toujours pas oublié qu'il fut un temps où ils étaient non seulement indépendants, mais où ils occupaient, ils régnaient sur une grande partie de l'Asie mineure. Mais par la suite, cette grande Arménie devait être divisée, la partie orientale et la partie occidentale. La partie orientale allait être occupée, annexée, dominée par l'Iran, alors que la partie occidentale de l'Arménie allait passer sous le joug de l'Empire ottoman. Puis, à partir du XIXe siècle, la Russie, à partir exactement de 1823, allait occuper la partie donc, de l'Arménie orientale qui jusque-là était dominée par l'Iran. Donc, cette partie est intégrée à l'Empire tsariste, à l'Empire russe, à partir de 1823. Quant à l'Arménie occidentale, elle reste donc intégrée à l'Empire ottoman, à la Turquie. Les choses semblent vouloir changer lorsque, à la conférence de la paix, qui se tient tout de suite après la Première Guerre mondiale, en 1918, à cette conférence de la paix, eh bien, il y a deux délégations d'Arméniens, une délégation de l'Arménie orientale et une autre de l'Arménie occidentale. Bon, finalement, ces deux délégations acceptent de se fondre et arrivent à faire admettre qu'il faut reconstituer une Arménie indépendante. Et là, à la conférence de la paix, on promet, donc les signataires, les participants à cette conférence promettent qu'il y aura une Arménie indépendante. Mais très vite, avec notamment la politique d'attaque turque, en Turquie, cette promesse d'une Arménie indépendante est abandonnée et les Arméniens se trouvent à nouveau, se trouvent toujours dans l'ancien empire ottoman qui est devenu la Turquie, je parle après la Première Guerre mondiale, et l'Arménie orientale est intégrée à la future Union soviétique en 1920. Donc les Arméniens sont toujours intégrés et ne sont pas arrivés à faire admettre leur indépendance puisque l'Arménie russe, l'Arménie soviétique est en principe indépendante, mais en réalité, elle est totalement intégrée à l'URSS. Alors, nous en sommes là, donc je voulais rappeler ces faits historiques qui sont très importants. Et donc, nous sommes à l'époque Brejnev, et comme je l'ai dit déjà pour la Géorgie, comme je le dirai un peu plus tard pour l'Ukraine et les pays baltes, Brejnev se lance, à partir surtout du début des années 70, dans une offensive contre les cadres de la République d'Arménie en vue d'une russification accentuée. En effet, Brejnev constate que, comme en Géorgie, la
l'Arménie, même si elle est en principe dirigée par des bolcheviks, des communistes, l'Arménie ne participe pas suffisamment à la, comment dirais-je, à l'intégration au sein des nouvelles instances soviétiques. Donc, comme ça avait été fait en Géorgie, Moscou remanie le comité central du Parti communiste arménien en novembre 1972. Il limoge, Moscou toujours, donc limoge le premier secrétaire du Parti communiste, qui était un Arménien, Kotchinyan, depuis 1966, et va le remplacer par un Russe. De même, le second secrétaire du Parti communiste est remplacé par un Russe. Donc, la russification s'intensifie, notamment dans les instances majeures, les instances du Parti communiste arménien. Alors, que reproche exactement Moscou aux dirigeants arméniens? D'abord, leur mauvaise gestion économique. En croire les dirigeants du Kremlin, un grand désordre règne en Arménie. De graves défauts affectent toutes les branches de l'économie arménienne. La discipline du travail est bafouée. Il n'y a pas d'application stricte des directives de Moscou. Un individualisme petit bourgeois fleurit partout. Bref, le parti, mal dirigé, donc selon le Kremlin, le Parti communiste arménien, mal dirigé selon le Kremlin, se montre impuissant à favoriser le développement d'un patriotisme soviétique. Et il laisse libre cours à certaines manifestations que Moscou dénomme des manifestations de morgue et d'orgueil national, d'étroitesse d'esprit et d'esprit de clocher. Donc tout ceci est reproché. Alors qu'en est-il exactement? On a un témoignage pour cette époque, le témoignage d'un Français, d'un communiste français d'origine arménienne, Jean Kehayan. Jean Kehayan est journaliste, il habite Marseille, il est journaliste au Provençal, puis à la Marseillaise. Il est né à Marseille, hein, mais de parents arméniens. Et c'est un communiste, il est membre du Parti communiste français depuis 1960. Et il se rend en Union soviétique, notamment bien sûr dans la République d'Arménie, et il va en revenir avec un livre qui va faire scandale en France. Ce livre, il l'écrit avec son épouse, Nina Kehayan, et il est publié au Seuil en 1978 sous le titre « Rue du prolétaire rouge ». Alors, Kehayan, dans ce livre, laisse pointer une très grande déception de communistes visitant la Mecque du communisme, c'est-à-dire l'Union soviétique, Moscou, donc déception après les dirigeants, déception de la politique des dirigeants soviétiques, et déception aussi de ce qu'ils constatent en Arménie. Par exemple, en Arménie, il déclare que
que ce soit pour l'émancipation de la femme, qui n'est pas du tout pratiquée, que ce soit par certaines mœurs comme le maintien de la vendetta. Il dit que nous ne sommes pas du tout dans un pays converti grâce au communisme, au progrès humain, qui verrait donc l'indépendance de la femme, l'égalité de la femme, la fin des justices personnelles, pas du tout. Les traditions demeurent comme s'il n'y avait pas eu de révolution de 17. Donc, il est déçu de cela. Il constate aussi un gigantesque développement de la corruption, du travail au noir, de toutes sortes de marchés parallèles. Les Arméniens sont les rois de la débrouille, si je peux dire, non seulement en Arménie, mais dans toute l'Union soviétique. Ce sont souvent les Arméniens qui sont au centre de trafic. Et enfin, il est très choqué, Kehayan, par le profond mépris des Arméniens pour les Russes qui sont très nombreux en Arménie et qui occupent des postes importants dans l'administration, dans l'enseignement, dans la recherche. Et dans son livre, dans leur livre, les Kehayan rappellent notamment les plaisanteries, les moqueries d'une radio fictive, Radio Erevan, qui a beaucoup de succès en Arménie, et Radio Erevan, je répète, qui est une radio fictive, l'essentiel de ces moqueries vise des Russes. Donc, les Kehayan n'ont absolument pas rencontré en Arménie une fraternité entre Russes, Arméniens, telle qu'on l'a décrit, telle que Brejnev en parle dans ses discours. Bien entendu, cet ouvrage d'un communiste sur des communistes est très mal accueilli en France. Néanmoins, les Jean Kehayan passe à l'émission très prisée à l'époque, avec raison d'ailleurs à mon avis, de Pivot, apostrophe. Alors, donc voilà les reproches qui sont faits, et à l'époque Brejnev, on constate que deux grands courants oppositionnels se développent en Russie, en Arménie, pardon. Je suis tracassé par... Ah, ça y est. Alors, un premier courant est hostile au socialisme tout autant qu'il est hostile à la russification. Parce que qui dit socialisme en Arménie dit russification. Si vous voulez, les mesures socialistes sont utilisées par les soviétiques, par les Russes de Moscou, pour intégrer les Arméniens. Mais ça n'a pas de succès. Donc, il y a ce courant, et il y en a un autre très important qui vise à reconstituer une Arménie indépendante. Alors, quand je parle de courant, ne nous trompons pas, n'imaginons pas des partis qui auraient pignon sur rue, avec une plaque, etc. Tout ceci est clandestin et souterrain. Alors, le second courant qui vise à obtenir la reconstitution d'une Arménie indépendante devient, à l'époque Brejnev, et ça a commencé un peu avant parfois, ce courant devient l'objectif de plusieurs mouvements clandestins, dont l'Union de la jeunesse arménienne, je dis bien clandestin, évidemment, l'Union de la jeunesse arménienne,
et surtout, le plus important, le NOP, le Parti national unifié, qui a été créé en 1966 par 3 jeunes gens et qui a été doté d'un journal samizdat, c'est-à-dire d'un journal clandestin, appelé Paros. Ce mouvement du Parti national unifié milite pour le rétablissement d'un État national sur tout le territoire de l'Arménie historique, avec comme première étape l'indépendance de l'Arménie soviétique. Les nationalistes arméniens bravent le KGB, c'est-à-dire donc l'organe central de répression de la Russie soviétique, dont le siège est au Kremlin, mais évidemment, il y a des filiales dans toutes les républiques socialistes soviétiques, notamment en Arménie. Donc, malgré le KGB, les nationalistes arméniens, avec beaucoup de courage, ont recours à tous les moyens pacifiques possibles. Par exemple, la distribution de tracts et de publications, tracts et publications imprimées clandestinement. Alors, ces tracts, ces publications, évidemment, invitent la population à parler l'arménien, à réclamer l'Arménie indépendante, etc. Des inscriptions sur les murs, toujours dans le même sens, dans les rues, quelques manifestations de masse, des pétitions, et là, on franchit largement la légalité, quelques incendies, notamment l'incendie d'un énorme portrait de Lénine sur la place Lénine à Erevan, la capitale d'Arménie. Donc, je cite pour montrer les formes de résistance arménienne. Alors, le KGB, je disais, riposte. Il y a d'abord dans les années 62-75 beaucoup d'arrestations et qui se soldent par 18 procès de nationalistes arméniens, notamment de 50 membres du Parti national unifié, que j'ai cité tout à l'heure comme particulièrement actifs. Alors, ces membres arrêtés, jugés, sont condamnés à des peines lourdes, de 6 mois à 10 ans de détention, pour avoir distribué des tracts ou écrit des slogans sur les murs. En 1977, on est toujours, voyez, dans la période des années 70. Il y a d'autres procès, deux autres militants qui ont fondé le groupe arménien pour le respect des accords d'Helsinki sont arrêtés et condamnés, l'un à 3 ans de camp pour résistance à l'autorité et l'autre, un diacre, Robert Nazarian, à 5 ans de camp à régime sévère et à 2 ans de déportation pour agitation anti-soviétique. Et enfin, toujours pour montrer la rigueur de la réaction de Moscou contre ces manifestations nationalistes, en 77 exactement, le 8 janvier, survient une explosion dans le métro de Moscou qui tue 7 personnes et qui fait de nombreux blessés. Donc aussitôt le KGB est sur les dents, recherche les auteurs et arrête des Arméniens, de jeunes Arméniens nationalistes qui sont accusés d'être les auteurs de l'explosion. Et 3 de ces jeunes sont exécutés
en janvier 1979. C'est un énorme scandale en Arménie et en Occident. D'une part parce que le procès est secret et que donc la presse occidentale n'a aucune information sur l'affaire. Toutes les personnes, journalistes ou autres, qui manifestent de l'intérêt pour ce procès sont menacées. D'autre part, quand une dissidente soviétique prend la peine pendant des mois de reconstituer l'ensemble du dossier, eh bien, on s'aperçoit, l'ensemble du dossier est publié, de l'extrême faiblesse. Donc, on a le sentiment en Arménie, pas le sentiment, on a la conviction en Arménie que ce procès a été fabriqué de toutes pièces par le KGB pour porter un coup sévère au milieu nationaliste arménien. Je reparlerai de ce procès dans 2 vidéos parce qu'il est très important pour l'histoire de la dissidence. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les Arméniens. Bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, je m'aperçois, tout en parlant, que dans l'historique, je n'ai pas mentionné un fait absolument fondamental et tragique, c'est le génocide par les Turcs des Arméniens, donc, pendant la Première Guerre mondiale, génocide bien entendu honteux, comme tous les génocides, qui a été nié pendant très longtemps par les Turcs, qui aujourd'hui est reconnu par certains, mais pas par d'autres, mais qui est un fait historique indéniable, hein, et qui a été un massacre honteux et épouvantable. Bon. Donc, tout à l'heure, quand j'ai fait l'historique de la question arménienne, je n'ai pas parlé donc de ce génocide qui a eu lieu déjà, qui a commencé en 1915 et surtout en 1918. Voilà pour l'Arménie, et je regrette, je suis allé un tout petit peu en Arménie. C'est bien entendu un petit pays, mais intéressant et qui n'a rien oublié, ni du génocide, ni des Arméniens qui sont dispersés dans la Turquie d'aujourd'hui. Et donc le nationalisme arménien reste très fort, aucun doute. Alors, je voudrais donc sans transition aborder le renouveau du nationalisme ukrainien pendant cette même période Brejnev. Donc, nous avons évoqué la flambée nationaliste en Géorgie, en Arménie, en Ukraine aussi. Alors pour cela, je veux aussi revenir un petit peu en arrière. Ah non, là. Pour rappeler un petit peu l'histoire des Ukrainiens. Et commencer par montrer les liens incontestables qui existent entre la population russe et une grande partie de la population ukrainienne. Il y a ce qu'on peut appeler une communauté de civilisation, que je ne veux pas développer, que je n'ai pas le temps de développer, mais enfin, d'abord, il y a les origines slaves, évidemment, russes et ukrainiens sont des slaves. Les langues ne sont pas identiques, mais elles sont voisines.
Et enfin, du point de vue du niveau social, culturel, c'est à peu près comparable. Donc, ce sont des peuples qu'on pourrait qualifier de frères, au départ en tout cas. Mais l'histoire les a souvent divisés et malgré cette communauté de civilisation avec la population russe, les rancœurs des Ukrainiens envers les Russes sont très fortes et restent très fortes à l'époque Brejnev. Je ne peux pas tout rappeler, mais je vais égrener un petit peu les raisons de ces rancœurs. En 1920, après une histoire très mouvementée pendant la Première Guerre mondiale, enfin, avant 1920, il faut commencer par 1917. 3 ans auparavant, donc, il y a une république indépendante d'Ukraine qui naît et qui ne demande qu'à se développer, même s'il y a de très nombreux problèmes déjà entre les Ukrainiens de l'Est et les Ukrainiens de l'Ouest. Mais 3 ans plus tard, les bolcheviks ukrainiens, bien entendu en parfait accord avec les bolcheviks russes, arrivent à mettre la main sur la République. Donc la République d'Ukraine, indépendante, n'a duré que 3 ans. Je veux rappeler l'élimination presque totale à partir des années 30, sous le chef de nationalisme bourgeois, de l'élite politique ukrainienne par les Russes, par les communistes russes. Et quand je parle d'élite politique, je comprends les membres du Parti communiste ukrainien. Donc, sur ordre de Staline, l'élite, notamment les membres du Parti communiste ukrainien, sont éliminés massivement, systématiquement, sur ordre de Moscou. Et puis, il y a évidemment l'essentiel, ce qui a été le plus terrible et qui entraîne les rancœurs les plus tenaces, c'est ce qu'on a appelé la famine de 1933, qui en Ukraine a fait 6 millions de victimes. Mais plutôt que famine, il faut utiliser le mot ukrainien holodomor. Holodomor, c'est l'extermination par la faim. C'est-à-dire que cette famine n'est pas une famine seulement accidentelle, famine due à la mauvaise conjoncture, à des raisons climatiques, etc., à de mauvaises récoltes. Cette famine a été utilisée, étendue par Staline et ses sbires pour frapper le peuple ukrainien, pour soumettre le peuple ukrainien. Donc, cette famine dramatique pour laquelle nous avons beaucoup de témoignages, beaucoup de photos, c'est terrible à voir. Ceux qui ont suivi le cours depuis 8 ans se souviennent peut-être que j'ai montré des films, des extraits de films sur cette dramatique famine de 1933. Il y a eu ensuite les déportations de masse, ensuite, c'est ridicule de dire ensuite, avant, pendant l'Holodomor et après, c'est-à-dire les déportations de masse qui ont marqué la collectivisation. Les paysans ukrainiens étaient en général opposés à la collectivisation. Et donc, il a fallu leur imposer de force. Donc, ça veut dire très simplement que
les paysans qui ne voulaient pas donner leurs terres aux coopératives, aux fermes d'État, eh bien, on leur prenait, on les déportait ou on les éliminait physiquement, immédiatement, eux et toute leur famille. Donc, ces déportations de masse ont été systématiques et terribles. Ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une armée nationale qui s'est formée, j'en reparlerai, et cette armée, à la fin de la guerre, cette armée qui était toujours présente, bien amincie à la suite évidemment des combats, mais existante, eh bien, elle a été anéantie systématiquement de 1945 à 1950 par les troupes de Moscou. Mentionnons aussi que, parce que l'Ukraine comptait à la fois une église orthodoxe, très proche donc de l'église orthodoxe russe, et une église uniate de rite grec, mais catholique, notamment dans la partie occidentale de l'Ukraine. Et là aussi, elle a été éliminée par les ordres de Moscou. Et éliminée, ça veut dire toujours anéantie, déportation, exécution, etc. Après la guerre, tous les Ukrainiens qui n'étaient pas, qui restaient nationalistes, qui voulaient continuer à parler la langue ukrainienne et à la défendre, etc., ou à pratiquer la religion catholique, ces gens-là, donc, ont été considérés comme des dissidents, des hooligans, et envoyés au goulag massivement. Les Ukrainiens, avec les Baltes, sont parmi les nations les plus nombreuses du goulag. Et quand, à la mort de Staline en 1953, on vide le goulag d'une partie des troupes, eh bien, ces mesures de soi-disant clémence ne concernent pas les prisonniers ukrainiens qui restent au goulag. Donc, au total, ne soyons pas étonnés ou surpris, comme je le lis parfois dans la presse, qu'entre Russes et Ukrainiens, il y ait aujourd'hui encore beaucoup de rancœur et que la coopération soit très difficile. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'opposition à Moscou, des Ukrainiens, s'est organisée durant assez tôt, puisque dès 1929 est créée l'organisation clé fondamentale des nationalistes, l'OUN, l'Organisation des nationalistes ukrainiens, qui a une armée, l'armée de libération ukrainienne, l'UPA, qui sera dirigée par un Ukrainien très connu, bien entendu vilipendé par les Russes et porté au nu par beaucoup d'Ukrainiens, Stepan Bandera. Donc, dès 1929 est créée l'OUN et l'armée de libération. Dans les années 50, pour remplacer l'OUN qui avait énormément perdu de son crédit, un parti unifié de la libération ukrainienne se crée. Alors, je précise aussi, je reviens un peu en arrière parce que j'ai du remords, que de ne pas l'avoir dit, mais pendant la Seconde Guerre mondiale,
les choses ont été très compliquées. Avant donc commence la Seconde Guerre mondiale. Les Ukrainiens, beaucoup d'Ukrainiens, les Ukrainiens nationalistes, étaient donc opposés aux Soviétiques. La guerre commence. Les nazis envahissent le pays. Les nazis, donc, à partir de, bien sûr, du plan Barbarossa, donc de juin 1941. Les nazis qui sont contre les soviétiques. Donc, dans un premier temps, les nationalismes ukrainiens accueillent favorablement les nazis, espérant qu'ils allaient les libérer des soviétiques et leur permettre d'être indépendants. Donc, il y a eu une collaboration incontestable, au moins jusqu'en 1943, entre les nationalistes ukrainiens et les nazis. Mais à partir de 1943, l'OUN a compris que il n'y avait rien à tirer des nazis, au contraire, et l'OUN donc s'est retourné uniquement contre les soviétiques. Donc aujourd'hui, encore, pour déconsidérer les nationalistes ukrainiens, on dit que ce sont des fascistes, des pro-nazis, etc., en faisant allusion à cette période, donc de 1941 à 1943, où le mouvement nationaliste ukrainien a soutenu, n'a pas soutenu, a collaboré avec les nazis. Même si par la suite, cette collaboration a été arrêtée complètement. Donc, création dans les années 50, je disais, d'un parti unifié de la libération de l'Ukraine, qui sera découvert par le KGB en 1958, dont les principaux fondateurs ils étaient 3, ont été condamnés à la peine de mort ou à la prison pour 10 ou 15 ans. Et l'objectif de ce parti unifié de la libération de l'Ukraine était la création d'un État ukrainien indépendant et socialiste, mais parfaitement légal, puisque officiellement, les 15 républiques qui forment l'Union soviétique avaient le droit de redevenir indépendantes, hein, mais c'était fictif. Bien entendu, Moscou faisait tout pour que ça n'arrive pas. En 1961, des nationalistes ouvriers forment un comité national ukrainien. Eux aussi sont condamnés sévèrement et pour eux aussi, le but, c'était de l'indépendance de l'Ukraine. Un réseau intellectuel se développe aussi dans les années 65 autour d'un journal, Patrie et Liberté, journal clandestin bien sûr, et ce réseau parvient quand même à établir des ramifications dans tout le pays, et c'est donc, mais c'est surtout dans le milieu intellectuel. Au niveau de la population, au niveau populaire, il y a aussi des actions, comme on a vu en Arménie ou en Géorgie, et comme on verra dans les pays baltes, des pétitions, des lettres ouvertes, un suicide par le feu en novembre 1968, c'est Vassil Makouka qui, dans la capitale ukrainienne, à Kiev, lors des fêtes de la Révolution d'octobre, s'immole au cri de « À bas le colonialisme en Ukraine, vive l'Ukraine libre ». Alors, tous ces actes héroïques, courageux, toutes ces manifestations nationalistes sont totalement déconsidérées, cachées par Brejnev et Moscou. Mais nous ne sommes pas à l'époque de Staline désormais, nous sommes à une époque où tout de même
Alors, il n'y a pas encore Internet et les réseaux sociaux, mais il y a des journalistes, des Occidentaux qui se rendent dans ces pays et petit à petit, on apprend ces mouvements nationalistes, même s'ils continuent à être niés à la fois par Moscou et aussi, bien sûr, par les partis communistes nationaux en Occident, comme le Parti communiste français. Toujours d'un point de vue populaire, il faut signaler pour terminer ce qu'on a appelé le mouvement des soixantenaires, qui est un mouvement tout à fait remarquable en faveur de la renaissance de la culture nationale ukrainienne. À travers ce mouvement s'affirme toute une pléiade de poètes, de musiciens, d'artistes, d'écrivains. Ça donne lieu donc à la formation de chorales. Alors, tout ceci est feutré. Hein, on ne peut pas chanter des chants nationaux comme ça dans une salle normale. Aussitôt, il y aurait intervention de la police, etc. Mais on arrive à dissimuler les connotations nationales dans certains chants, dans certaines chorales, et c'est comme ça qu'on progresse. Il y a des galeries d'art aussi privées qui, à leur risque et péril, hein, mais mettent en valeur des trésors d'art nationaux. Il y a des clubs, des écrivains qui publient clandestinement des poésies, des romans ou des œuvres d'histoire. Donc, il y a un mouvement ukrainien extrêmement intense pendant cette période Brejnev, dont à l'époque, personne pratiquement ne parle en Occident, je vous le signale. Alors, les réactions, pour terminer, à ce mouvement donc nationaliste ukrainien, eh bien, bon, le régime Brejnev fait la seule chose qu'il sait faire, c'est-à-dire réprimer, et il ne cède en rien. Au contraire, il réprime et il intensifie la russification. Donc des arrestations qui vont jeter en prison dans les camps, ou alors la nouvelle formule de M. Brejnev, les hôpitaux psychiatriques spéciaux. Avec Brejnev, vous voyez, les dissidents, c'est-à-dire des gens qui pensent autrement que le pouvoir communiste, eh bien, on les arrête, on les envoie dans des hôpitaux psychiatriques spéciaux. Bon, et ils n'ont aucune raison réelle d'être internés, mais évidemment, quand ils sortent, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, ils sortent comme des loques de ces hôpitaux. Et M. Brejnev peut dormir tranquille. Donc, l'élite de la jeune intelligentsia ukrainienne des années 60 est frappée, hein, les historiens, les journalistes, par ces arrestations. Et je disais tout à l'heure une intensification du processus de russification, puisque en 1963, pardon, je reviens, en 1963, 33% des journaux étaient publiés en ukrainien, alors que 13 ans plus tôt, en 1950, il y avait 80% des journaux qui étaient en ukrainien. Donc, je dis bien, à l'époque Brejnev et même avant, un peu avant, hein, il n'y a que 33% des journaux qui sont publiés dans la République d'Ukraine qui le sont en ukrainien. Alors, c'est, vous voyez, une chaîne, donc les nationalistes manifestent, on les réprime, ils manifestent plus fort, la répression devient plus dure, donc ça n'arrête pas. Hein, Alors,
Les nationalistes, donc, malgré ces arrestations, ne baissent pas pavillon. Au contraire, après 1968, on constate de très fortes réactions nationalistes. Sur ce schéma, je m'intéresse d'abord à la société civile. Alors, je vais vous faire remarquer que sur le schéma, j'ai divisé l'Ukraine en deux, une partie, dont les deux sont en bleu, mais une partie en bleu sombre en Occident. Parce que quand on parle de l'Ukraine, il faut toujours faire attention à cette division entre une Ukraine occidentale qui est beaucoup plus proche de l'Europe et une Ukraine orientale peuplée souvent de beaucoup de Russes et beaucoup plus tournée vers l'Est. Et aujourd'hui, cette division demeure. Ça se voit très bien, par exemple, dans les votes. Il y a la partie occidentale qui ne vote pas comme la partie orientale. Alors, cela dit, les habitants, notamment de la partie occidentale, donc toujours sensibles à l'évolution de leurs voisins européens, eh bien, manifestent intérêt et solidarité lors des mouvements qui se produisent en 1968 en Pologne, de la part des intellectuels, des étudiants, et surtout en Tchécoslovaquie, puisque vous le savez, on en reparlera évidemment, en Tchécoslovaquie, en 1968, je vois qu'on m'appelle, voilà, qu'en 1968, comment dirais-je, un communiste réformateur, Dubček, a tenté donc d'installer en Tchécoslovaquie ce qu'on a appelé un socialisme à visage humain, mais tout ceci s'est mal terminé au mois d'août avec l'entrée des chars soviétiques et la mise au pas. Eh bien, les Ukrainiens de la partie occidentale sont passionnés, très intéressés par ce mouvement donc, auquel ils souscrivent totalement. De même, les Ukrainiens, toujours occidentaux, s'efforcent de nouer des liens avec les dissidents de Moscou, c'est-à-dire ces intellectuels qu'on appelle désormais des dissidents, qui légalement essayent donc d'obtenir du pouvoir soviétique qu'il donne plus de liberté, qu'il respecte la Constitution, les droits de l'homme. Ce mouvement des dissidents, on en reparlera aussi, se développe donc à Moscou après 68 et les intellectuels ukrainiens sont en relation avec leurs homologues. Et à ce sujet, il est temps de citer dans la société civile la création, à compter de janvier 70, d'un journal clandestin, bien sûr, Le Messager ukrainien, qui est consacré à l'activité de l'opposition ukrainienne et à la répression. Vous voyez, ces journaux clandestins, dont je reparlerai aussi, qu'on trouve finalement dans beaucoup de pays de l'URSS, beaucoup de républiques de l'URSS, bien, c'est des petites feuilles, parfois dactylographiées seulement, parfois imprimées, qui donnent, qui informent les habitants du lieu, mais aussi quand ces papiers, quand ces journaux peuvent arriver en Occident, l'Occident tout entier, des manifestations nationalistes qui se font et qui sont cachées par le régime communiste, des arrestations qui les dénoncent, qui annoncent les condamnations. Donc, ces journaux clandestins, ce samizdat, comme on dit, c'est très important. Et le Messager ukrainien
va jouer un rôle important. Donc tout ceci se passe dans la société civile et très important, en novembre 1976, se crée un groupe ukrainien pour le respect des accords d'Helsinki. Alors, il y a eu donc une grande réunion internationale à Helsinki qui, à cette époque, qui réunit tous les pays d'Europe, les États-Unis aussi d'ailleurs, d'Europe occidentale, d'Europe orientale, ainsi que la Russie. Et tous ces pays, les gouvernements de ces pays s'engagent à respecter désormais les droits de l'homme dans leur propre pays, s'engagent à respecter le déplacement des personnes de pays à pays, s'engagent à respecter le droit de publier, de réunion, etc. Or, l'Union soviétique a signé ces accords d'Helsinki. Bien sûr, elle ne va pas les respecter, mais elle a signé et désormais, les dissidents vont tenter de se servir de ces accords en créant un groupe et en disant donc aux communistes soviétiques, vous devez respecter ces accords. Donc c'est le sens de ces mouvements pour le respect des accords d'Helsinki. Et en Ukraine, il y a un homme qui va défendre beaucoup les Ukrainiens, c'est un général de l'armée soviétique, le général Grigorenko. Grigorenko a pendant longtemps servi l'armée soviétique sans problème. Et puis un jour, il a eu son chemin de Damas et il a eu le sentiment que l'Union soviétique pratiquait une politique dévoyée, qu'elle ne respectait pas le droit des peuples, notamment de son peuple, parce qu'il était ukrainien. Et à partir de ce moment-là, il a donc quitté l'armée soviétique et il est devenu un dissident. Bien entendu, il a été injurié par le pouvoir soviétique et il a dû s'exiler au Canada, mais il a publié pas de très nombreux ouvrages, un gros ouvrage, ses mémoires, où il parle justement des problèmes des Ukrainiens, et il est devenu aussi le défenseur d'un peuple qui habitait donc la Crimée, les Tatars. Il est devenu le défenseur des Tatars de Crimée. Donc Grigorenko fait partie de ces très grands nationalistes de l'époque en Ukraine. Alors, je remets en place, vous ne le voyez pas, ceci, c'est les manœuvres voilà, techniques. Mais le nationalisme ukrainien ne se manifeste pas simplement dans la société civile d'Ukraine. Le Parti communiste ukrainien, lui aussi, est travaillé par les forces nationalistes. Ça aussi, vous voyez, c'est une tendance qu'on a déjà vue en Arménie, qu'on a vue en Géorgie, qu'on verra dans les pays baltes. C'est-à-dire que les communistes eux-mêmes sont touchés évidemment par le nationalisme et sont pris entre le marteau et l'enclume, mais manifestent parfois de manière courageuse leur nationalisme. Alors, un homme, Pierre Chelest, qui a été premier secrétaire du Parti communiste ukrainien depuis 1963, qui était considéré, vous le voyez, c'est marqué, comme l'homme dur de l'Ukraine, eh bien, cet homme, en 1970, publie un petit ouvrage d'une 50aine de pages, qui sera tiré à 100 000 exemplaires,
notre Ukraine soviétique. Et dans cet ouvrage, on découvre avec stupeur que le premier secrétaire du Parti communiste ukrainien est un nationaliste affirmé. Et ça fait l'effet d'une bombe. Inutile de vous dire qu'il ne va pas se maintenir longtemps à la tête du Parti communiste ukrainien. Donc, dans ce mouvement nationaliste ukrainien très vaste, la société civile y participe, le Parti communiste lui-même et l'Église également. Ah oui, non, j'avais oublié un article du Monde du 27 avril 1973. La revue du Parti communiste ukrainien dénonce les illusions nationalistes de M. Chelest. Moscou, le maintien de M. Chelest au bureau politique du comité central apparaît de plus en plus incertain depuis qu'il a publié le livre très nationaliste dont je viens de vous parler. Un coup sévère a été porté à son prestige en Ukraine par la revue doctrinale communiste Ukrani, qui en avril critique son livre « Oh, notre Ukraine soviétique ». Voilà. Donc, les jours de M. Chelest sont comptés, évidemment. Donc, je disais que, pas simplement au sein de la société civile ou du Parti communiste, mais au sein de l'Église, il y a également des réactions qui sont des réactions nationalistes et anti-soviétiques. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Donc, je veux terminer quand même par comment dirais-je, les mesures qui sont prises à nouveau, c'est une escalade, vous le voyez, par Moscou pour combattre cette nouvelle vague nationaliste des années 68. Alors, on arrête un grand nombre d'intellectuels à Kiev, également à Lviv, qui est une ville située tout à fait à l'Ukraine occidentale. On renforce la censure, on ferme des musées, on démantèle des chorales, on interdit des manifestations. Et finalement, Pierre Chelest, qui était en disgrâce depuis la publication de son livre nationaliste, eh bien, il est remplacé à la tête du Parti communiste ukrainien par un pro-soviétique. Donc, conclusion, c'est que à la fin des années Brejnev, la question ukrainienne, non seulement n'est pas réglée, comme veut le dire Brejnev dans ses discours, mais elle a acquis au cours des dernières années une dimension internationale. Même si on en parle peu en Occident, on en parle désormais. Voilà, et donc la prochaine fois, je crois que ce sera le 26, je n'en suis pas sûr, j'aborderai toujours dans ces problèmes du nationalisme la question des Baltes, question très intéressante aussi. À bientôt. N'oubliez pas de voter par correspondance, hein, puisque nous allons faire une assemblée générale par correspondance, malheureusement, et grâce à vos votes. Donc, c'est très important que vous participiez à ce vote. Je vous dis bon début de cette année 2021. Au revoir. Alors.